J'aimerais avoir ton avis sur les soignants, par exemple, qui ont un système de grève bien particulier. Ils Oui. continuent à travailler, mais ils sont pas payés. Alors, mon avis là-dessus, c'est que justement, depuis des années que ça dure, où ils font des grèves, ils sont pas écoutés, on leur supprime des postes, c'est de plus en plus difficile pour eux. Eh ben, peut-être, je dis bien, mais ce serait à voir qu'il faudrait envisager de vraiment ne pas aller travailler, quoi. En fait, ce qui est important, c'est réussir à préserver les privilèges qui ont été acquis durant les siècles. Le XXIe siècle, en fait, a vu, si on veut, l'accomplissement de beaucoup des privilèges qu'on nous avait sucrés à l'époque de la Révolution, qui ont été sucrés du coup aux corporations de métiers. Aujourd'hui, l'objectif, en fait, ça va être de préserver ces privilèges. Et le système lui-même est fait de telle sorte que ces gens-là n'ont plus les moyens d'exercer leur charité, en fait. Ils sont obligés de faire un métier, ils sont obligés de faire du chiffre. Et c'est plus un sacerdoce. C'est terriblement vrai ce que tu dis. Ils ont plus les moyens d'exercer leur sacerdoce tel qu'ils devraient le faire. Vous avez sorti le vitriol? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop l'horififi. À peine un autre gars. Bien, chers auditeurs, bonsoir à tous. Bonjour pour ceux qui se lèvent, pour ce nouveau Café Richelieu, en compagnie de Sky. Bien le bonjour, bien le bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous levez, ouais. Et ce soir, nous sommes également avec Salvia. Bonsoir Salvia. Enchanté, bonsoir, bonjour, voilà. Alors on va tester un format un peu moins construit que d'habitude. Ce sera de la discussion un peu informelle, plus sur nos avis personnels que sur quelque chose de réellement construit avec des sources, avec alors bien sûr il y en aura, mais ce sera pas le fond du propos. On va essayer de donner un avis, j'allais dire le moins exhaustif possible. C'est pas ça du tout. Mais ce sera très subjectif, on va dire. Ce sera nos avis personnels. Ça n'engage, je pense, même pas le cercle Richelieu. Ça va vraiment être nos avis, même si je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans ce qu'on aura à dire. Ouais, peut-être pour apporter une petite précision, à la base on avait prévu un invité un peu plus spécial pour parler de ça, parce qu'on n'a pas une connaissance très élargie, on va dire, sur le domaine de la grève. Voilà, mais il est pas là, ça, je pense que ça peut être bien aussi. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, Sky. Oui, voilà. Alors, dans tous les cas, ça va bien se passer. Je veux dire, vous inquiétez pas, chers auditeurs. Hein. C'est juste que voilà, ce que nous allons dire n'engage pas la pensée politique du cercle Richelieu. Ce sont des avis qui sont vraiment personnels et qui sont vraiment purement dans le contexte initial d'ailleurs du Café Richelieu, des amis qui se rassemblent autour d'un café qui parlent politique sans pour autant avoir nécessairement une ligne à tenir. Moi, je pense qu'on s'est beaucoup trop excusé. On va arrêter de s'excuser en fait. Sky, tu nous dirais pas une petite définition de la grève? Alors la définition que j'ai de la grève en l'occurrence, c'est vraiment personnel aussi à ce niveau-là. Donc pour moi c'est une action collective visant à paralyser une structure sociale, donc commanditée par ceux qui en assurent le fonctionnement, et tout ça dans le but d'obtenir donc des revendications. D'accord, oui, sinon c'est assez générique, c'est pas mal comme définition, mais du coup ça peut se transposer à pas mal de situations au final. Pas forcément seulement à ce qu'on appelle une grève actuellement. Ouais, je me suis dit qu'on allait taper le plus large possible, pas vraiment seulement revendications sociales, économiques, professionnelles. Non, mais c'est bien, ça tape bien large, là, c'est cool, j'aime bien. Du coup, t'en penses quoi de la grève? On enchaîne sur toi tout de suite, comme ça. Alors, je pense que la grève, on ne peut ni être pour, ni être contre, parce que c'est très contextuel, en fait. La grève ne doit pas être dirigée contre ceux qui ne peuvent pas accéder aux revendications, en fait, qui sont établies par les grévistes. Elle doit être ciblée sur les responsables en fait de la grève. Donc elle est nécessaire, en fait, de dire que elle est même impérative, je dirais, à la préservation des privilèges acquis et à l'obtention donc du coup des droits légitimes qui sont revendiqués. Mais c'est pas quelque chose qui doit être prenons l'exemple, on va dire des grèves de la SNCF actuelle ou même des grèves des professeurs. C'est quelque chose qui va automatiquement nuire à ceux qui finalement n'y peuvent rien, c'est-à-dire les gens du quotidien. Le peuple de manière générale, les élèves, les enfants en fait, dans le contexte des professeurs, même d'ailleurs dans le contexte des transports, on est sur la même problématique. Quand la grève en fait ne cible pas, enfin ne nuit pas, si on veut, à ceux qui sont directement concernés. Quand une grève arrive,
quand il y a des revendications qui sont là, ben ça va à l'encontre en fait des personnes qui sont des oppresseurs finalement, en tout cas qui sont vus comme des oppresseurs, légitimement ou non, c'est un autre débat. Mais si ces personnes en tout cas n'y peuvent rien, qu'elles subissent, alors du coup la grève n'a aucune utilité. C'est-à-dire que quand ça vient à nuire à la majorité de la société, ce n'est plus une grève légitime. On tombe sur du sabotage. Alors après, on peut tomber dans un autre contexte, qui est une volonté, en tout cas, de nuire à l'ensemble de la société pour obtenir ses revendications, mais du coup, quoi qu'il en coûte. Et là, c'est un niveau beaucoup plus discutable, en mon sens, du droit qui est légitime à faire grève. C'est très intéressant ce que tu dis, mais ça soulève un problème important. Où est-ce qu'on fixe la limite du droit de grève, du coup, ou du non-droit de grève? Est-ce que à partir du moment où ça nuit à quelqu'un d'autre, on l'arrête? Mais du coup, le principe même de la grève n'existe plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu nuis juste à ton employeur, ok, c'est faisable dans certains secteurs, mais il y a des secteurs où c'est impossible de le faire. Alors, un secteur de un cheminot par exemple qui veut faire grève, certes il va nuire à son employeur parce que ça va pas rentrer d'argent. Comment il peut faire grève sans nuire à la personne qui veut prendre le train? Alors en fait justement, c'est la limite, c'est très bien que tu poses cette question. Elle est en fait à l'instant où on commence à toucher à l'intégrité de l'État, en tout cas de ce qui est la survie du pays, on atteint finalement progressivement la limite de ce qu'est la grève, de ce qui est autorisé, on va dire légitimement pour faire grève. En fait, ce serait pour prendre un exemple, on va prendre le corps humain. C'est comme si la grève en fait était une sorte de mécanisme de défense en fait naturel et propre au corps qui mérite d'exister, qui doit exister, mais que à un moment donné en fait ce mécanisme de défense finisse par attaquer les cellules qui composent, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Et à l'instant où en fait ces mécanismes de défense commencent à attaquer ce qui fait que nous existons en tant qu'entité, en tant qu'État, là on arrive à la limite qui ne doit jamais être dépassée, et qui fait que du coup le corps, par prétexte de se défendre, finirait par s'autodétruire. Et à ce moment-là, il faut sévir immédiatement. Il faut qu'il y ait des règles qui soient clairement identifiées. Ta métaphore est super, mais ça me fait penser, bon, quand t'es malade, t'as de la fièvre. Ouais. La fièvre, c'est un symptôme, mais c'est avant tout un mécanisme d'autodéfense du corps humain pour détruire les micro-organismes, les bactéries, les virus. Oui. Parce qu'ils supportent pas les hausses de température. Cette température qui augmente fortement dans ton corps, si elle augmente de trop, elle nuit à ton corps, on est d'accord. Mais il faut quand même qu'elle augmente en partie. Si tu ne fais que faire baisser la fièvre, tu guériras pas. Oui, on est tout à fait d'accord, mais c'est une limite en fait. C'est-à-dire que la fièvre n'est qu'un symptôme, comme un train à l'arrêt qui empêche les gens de voyager n'est qu'un symptôme. Et en fait, ce symptôme, tu peux l'empêcher, mais ça n'empêche pas la cause, déjà. Donc ça n'agit pas sur le réel problème. Et ensuite, si on fait le parallèle avec le corps humain, ta température, c'est pas parce que t'as 38,5 de fièvre que tu vas mourir. Ça ne nuit pas plus que ça à l'entièreté de ton corps. Quand j'ai un petit mal de gorge, une petite, généralement je chope des trachéites moi, ou des petites bronchites ou rhinopharyngite, enfin tout ce qui est sphère ORL. Ça s'entend peut-être d'ailleurs, j'ai un peu le nez pris. Enfin bref. Mais généralement, je prends pas d'antibio, je prends pas de médoc, je prends même pas de médoc pour faire baisser ma fièvre. Ça m'arrive le soir d'être des fois un peu plus fatigué ou un peu fébrile. Bon, un grog, une bonne nuit de sommeil, je fais monter ma fièvre, je me couvre bien, je transpire un gros coup, et puis mon corps fait le taf tout seul. Mais la fièvre, je la fais pas baisser, j'empêche pas le symptôme en fait. Non, mais je suis assez d'accord. Enfin, je veux dire, moi, c'est ce que je fais personnellement aussi quand quand je me sens mal. Je laisse le corps réagir. Et oui, je vois très bien où tu veux en venir, en fait, dans la finalité. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai un truc vraiment grave, je vais soigner avec des antibiotiques, mais je vais pas prendre de Doliprane pour faire baisser ma fièvre. Je vais directement mais là, agir sur la cause. Là, on file un peu loin la métaphore sur les antibiotiques. Moi, je parlais vraiment de la défense naturelle. Non, mais justement, si on commence à taper dans les médocs, en fait. Non, mais si, en fait, c'est là que c'est intéressant. On vient vraiment sur le contexte. C'est-à-dire que si je me soigne pas, et que c'est un truc pas trop grave, bon, c'est-à-dire que c'est comme si, on va rester sur les cheminots, c'est comme s'ils demandaient un truc, genre ils demandaient un panier repas, bon c'est pas grand-chose, on leur accorde pas, mais le truc se calme tout seul de lui-même, tu vois. Mais mettons que j'ai une grosse grippe, un truc bien énervé,
Et là, ma fièvre, elle monte à 40, 40 et demi. Là, le repos seul, il suffit pas à me soigner. Mais personnellement, je prends pas de trucs pour faire baisser la fièvre, ou alors juste en complément. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est agir sur la cause directe. Donc, je prends des antibiotiques. Là, sur la métaphore, on est sur des cheminots qui demandent à doubler leur salaire ou à reprendre leur retraite encore 5 ans plus tôt. Enfin, un truc vraiment bien costaud, tu vois. Et là, ben, juste refaire partir le train, changer le symptôme, mater la grève, si tu veux, ça enlève pas la cause. C'est-à-dire que même si avec violence tu mates la grève et que les trains repartent, la cause sous-jacente qui est que les cheminots n'ont pas été augmentés, elle est toujours là parce qu'ils n'ont pas été augmentés. Et le truc repartira. En fait, c'est comme un feu qui couve. Du coup, il faut à la fois agir sur les symptômes et sur le problème. Enfin, c'est comme ça que pour filer la métaphore corps humain grève jusqu'au bout. Chers auditeurs, je serais personnellement très curieux d'avoir votre point de vue sur la grève. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est utile, inutile? Est-ce que vous émettez des réserves? Est-ce que ce serait utile sous condition? Ou plein d'autres avis? Vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Je vous attends avec impatience. J'aimerais ajouter un truc. Oui, Salvia, on t'a pas encore entendu. Excuse-moi, je t'en prie. Vas-y. Par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure, je trouve ça très intéressant. Moi, je suis assez d'accord avec toi. J'irais même jusqu'à dire que, que souvent, quand une grève ne provoque pas de réels symptômes, elle est pas écoutée ou pas prise en compte. Et j'irais même jusqu'à ajouter également que, dans les médias, dans la communication qu'on nous fait autour de ces grèves, on trouve souvent le moyen, quand il y a des symptômes, de faire en sorte que la faute soit toujours rejetée sur le gréviste, en tout cas la plupart du temps, et non pas sur le fait qui est la cause originelle de tout ça. Et souvent, on a un peu l'impression d'entendre les gens dire c'est tous des feignants, ils se plaignent sans arrêt, ils font grève sans arrêt pour rien, tout ça. Et en fait, les gens se posent même plus la question à la fin de pourquoi la grève elle a été faite, est-ce que c'est légitime ou pas. Et souvent, une grève ne fait vraiment du bruit que quand ça en arrive à ce stade-là, quoi. Et c'est un peu qu'elle soit légitime ou pas, d'ailleurs. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour toi, une grève entre guillemets pacifiste ou manifeste pas, on casse rien, ou quoi que ce soit, en fait, elle apporte pas assez de symptômes pour qu'on la prenne en compte. Aujourd'hui, tu serais pas un peu anarchiste d'extrême gauche, toi Ça dépend du contexte. D'accord. On va dire que dans le contexte actuel, je le suis plutôt, oui. Non, il y a pas de problème. Je me dis un peu que toute forme de de protestation, de rébellion ou de protestation est préférable au pouvoir qu'on a en place actuellement. Donc voilà. Ou à la passivité, tout simplement. C'est ça, voilà. Du coup, toi, t'es plutôt pour la grève, mais pour une grève énervée qui monte les dents, en fait. Disons que ça dépend. Comme des grèves générales qu'on a pu avoir en 36 ou en 68, en fait. Des grosses grèves où tout le monde est dehors. C'est des grèves qui ont fait leurs preuves et qui ont eu des résultats. Et en fait, je pense que c'est bien de tenter au départ les grèves plus pacifistes, plus tranquilles, on va dire. Au début, quand on a les premières revendications et que on estime que ça peut apporter quelque chose, mais bon, quand on en est à la 10e grève en 20 ans pour les mêmes demandes et qu'il y a toujours pas de réponse en face, c'est que ça fonctionne pas et qu'il faut passer au cran au-dessus. C'est ce que j'estime, moi. Et du coup, j'aimerais avoir ton avis sur les soignants, par exemple, qui ont un système de grève bien particulier. Ils continuent à travailler, mais ils sont pas payés. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que justement, depuis des années que ça dure, où ils font des grèves, ils sont pas écoutés, on leur supprime des postes, c'est de plus en plus difficile pour eux. Peut-être, je dis bien, mais ce serait à voir qu'il faudrait envisager de vraiment ne pas aller travailler, quoi. Alors, je dis ça, en même temps, on
on peut vraiment comprendre que c'est moralement difficile à prendre comme décision. Mais je dis ça en pensant par exemple à ma mère, qui est infirmière et qui est en EHPAD, qui travaille en EHPAD, donc directement au contact des personnes âgées, tout ça. Avec la crise du Covid, tout ce qui s'est passé, au bout d'un moment, les conditions de travail elles étaient tellement compliquées que même elle s'est posé la question. Pourtant, c'est quand même la personne que je connais qui est parmi les plus serviables et les plus qui ont un sens du devoir vraiment très fort. Et je peux dire que pour qu'elle en arrive à penser des choses comme ça, c'est que la situation est vraiment très difficile. Oui, ça je le nie pas, mais à mon sens, tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi il y a un gros double problème en fait dans le secteur hospitalier tel qu'on l'a aujourd'hui. Le premier, c'est au niveau de la grève. Je pense qu'elle n'est pas faisable comme ailleurs. Déjà, effectivement, parce qu'il y a un problème moral, mais aussi parce que ça changerait pas grand-chose. Je pense que l'institution politique actuelle s'en fout un petit peu. C'est-à-dire que les gars ne viendraient pas bosser, il y aurait des morts. Je pense que l'institution s'en fout. Ensuite, c'est un secteur public, ce qui veut dire qu'il est censé ne pas être rentable. Je pense qu'il l'est très légèrement, mais j'en suis pas sûr. Ça dépend si on prend en compte la Sécu. Enfin, de toute façon, c'est un micmac. Mais c'est pas une clinique privée. C'est-à-dire que on peut pas arrêter de travailler à l'hôpital et bloquer un système de production. C'est pas comme bloquer une usine, c'est pas comme bloquer un train. Ça changerait pas grand-chose. Dans une clinique privée, ça pourrait fonctionner parce que pas de rentrée d'argent. Là, tout de suite, ça change la donne. Et c'est pour ça que dans les cliniques privées, ils ont généralement des conditions de travail qui sont bien meilleures et qui sont mieux payées, etc., etc. Ensuite, donc ça, c'est le premier gros problème que je vois, qui est déjà multifactoriel. L'autre problème, qui est antérieur, c'est qu'on a abandonné le service et la charité contre un système complètement, complètement mécanique. On a une institution hospitalière. Alors oui, il y a des gens dedans qui ont un sens du devoir et qui aident leurs prochains, mais qui sont complètement devenus des rouages d'une machine gigantesque qui ne sert qu'à soigner des gens, voire des numéros. Et on n'est plus dans cette charité, dans prendre le temps pour la personne, pour aider autant l'âme que le corps finalement. Il y a pas si longtemps encore, au siècle dernier, beaucoup d'hôpitaux étaient tenus par des sœurs, par le clergé, et on s'occupait tout aussi bien des patients. Alors on me dira, on s'occupait moins bien d'eux. Oui, mais parce que la médecine, tout simplement, était moins avancée que maintenant. Mais il faut pas opposer l'avancée de la médecine et le fait que des gens d'église et charitables et qui aident leurs prochains avant tout par conviction que par conviction médicale. Je pense pas que ça fasse une grosse différence s'ils avaient les mêmes connaissances scientifiques. Du coup, faut pas opposer les deux. Je pense qu'on a perdu ce côté charité, ce côté religieux dans les hôpitaux, et je pense que c'est une grosse part du problème. On fait ça pour l'argent, on fait plus ça juste pour aider son prochain. Chers amis, c'est le moment de vous rappeler de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de commenter, de partager, ça nous fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Le bouton est juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle publication. Tout ceci est vraiment très important pour le référencement de la chaîne. Je rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur Discord et intégrer le cercle de gentilshommes le plus proche de chez vous. Nous sommes présents dans 17 régions en France. C'est l'occasion pour nous tous de nouer des liens dans le réel. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee afin que nous puissions améliorer sans cesse la qualité de nos émissions et nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Sky. C'est une excellente chose qu'on dépasse un petit peu le sujet juste de la grève pour aborder des cas un peu plus spécifiques comme le domaine hospitalier, parce que ça permet en fait de se poser la question de qu'est-ce qui rend une grève légitime ou pas, qu'est-ce qui structure, qu'est-ce qu'il y a derrière la grève en fait finalement. Est-ce qu'on est juste sur la tentative de préserver en fait des acquis sociaux qui sont finalement pour beaucoup d'autres professions, à un moment donné on parlait des cheminots qui sont déjà acquises en fait si on veut, ils sont juste pas préserver en tout cas ces acquis. Ils ont plus grand chose à acquérir, hein. Quand, à un moment donné, je ne sais plus qui on dit, je crois qu'on disait ça ensemble à un moment donné, c'est que les cheminots ont déjà ont beaucoup moins de pénibilité au travail en fait qu'il y a un siècle. Donc, du coup, ils sont plus sur la préservation de leur acquis
que sur de nouvelles revendications à obtenir grâce à la grève. Oui, c'est ça. Et en fait, on s'interroge vraiment sur quelle est la légitimité réelle à faire grève, au sens profond. Qu'est-ce qui la rend, en fait, viable? Comment est-ce qu'on fait? Parce que pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au corps humain, justement, je recoupe. Qu'est-ce qui fait que nous sommes prêts en tant que peuple à accepter une forme de résilience par rapport à des corps de métier qui choisissent de faire grève? Moi, je suis prêt à accepter de la pénibilité, par exemple. Je pense que beaucoup de Français aujourd'hui sont prêts à accepter une certaine forme de résilience quand on a un corps de métier entier qui décide de dire non, nous on arrête de jouer le jeu, on arrête de se donner comme des esclaves en fait à un patronat ou même à l'État en fait, hein, que ce soit les services publics qui décident de faire grève. Moi, je trouve ça complètement légitime aujourd'hui et je comprendrais qu'on ait des grosses restrictions dans les hôpitaux du fait de la grève qui pourrait y avoir en fait des soignants. Maintenant, justement, qu'est-ce qui fait cette légitimité? C'est aussi ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? On revient un peu à ce qu'on disait au début. Qu'est-ce qui fait la légitimité? À quel moment est-ce que on prend du Doliprane ou pas, en fait? Ou des antibiotiques? À quel moment le fait de faire grève déjà est légitime, mais à quel moment elle ne nuit pas aux autres? À quel moment elle peut être j'allais dire légalisée, mais non, légitimée tout simplement en fait, parce que la grève est dans la Constitution, ok, mais elle est à mes yeux encadrée de telle sorte à ce qu'elle ne puisse pas nuire, ou pas trop. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de voir en fait ce que sont les Doliprane et les antibiotiques en fait dans ce contexte, tu vois. Parce que du coup, si on rapporte ça au corps humain, les antibiotiques, c'est quoi? À mon sens, je pense que ce seraient des structures beaucoup plus générales qui accompagneraient en fait les mouvements de grève, qui les aideraient. Non, c'est pas comme ça que je le vois. C'est les antibiotiques pour moi, c'est donner raison, donner les revendications. C'est-à-dire que le mec te dit je veux 2 euros d'augmentation de l'heure de plus, on lui a donné le médoc, on a accédé à la demande, donc le problème est résolu à la base. En fait, on a soigné le problème parce qu'on a accédé à la demande. Le Doliprane, c'est de forcer la grève et de faire marcher les trains de force ou relancer l'usine de force, tu vois. C'est un placé. Ouais, c'est plus ça. T'as raison. L'antibiotique, on est plus sur le traitement de fond. Le Doliprane, c'est juste le palliatif. C'est juste pour masquer la douleur. C'est exactement ça. Non, t'as raison de faire la distinction, ouais. Et après, si tu veux l'encadrement, en fait, c'est pas compliqué. Les syndicats actuels, on peut les comparer à l'hôpital public actuel. Et les corporations à l'époque, on peut les comparer aux hôpitaux d'il y a une centaine d'années. Certains étaient tenus par la morale et la charité, et l'entraide de son prochain, et ce genre de choses. Monsieur Vincent, on envoie ça pour vous. Qui m'envoie ça? L'hôpital ne peut rien pour eux, la mère supérieure est formelle. Ils ne sont pas malades, il faut une maladie. Et vous croyez que ça n'en est pas une, ma soeur? Quoi? La misère. La mère supérieure m'a dit, si monsieur Vincent n'en veut pas dans sa salle, remettez-les dehors. C'est bon, dites-lui que je les garde. Qu'est-ce que nous allons leur donner? De la soupe et du pain. Oh, du pain. De la soupe. Et une petite prière quand ils auront l'estomac plein. Et les autres sont tenus par un mécanisme d'État, par un mécanisme systémique. J'ose dire des gros mots. Ce que tu dis, c'est un peu vrai. Je pense que il reste quand même de la charité et de la, on va dire vraiment du sens du service, mais c'est au niveau individuel. Surtout à un niveau, individuel, ouais. Au niveau individuel, mais qui est fondu dans une machine. Oui. Et à un niveau individuel, bien sûr qu'il va y avoir des soignants et des infirmiers, des médecins qui sont croyants, qui sont charitables et qui font ça vraiment par conviction et par foi. Mais déjà, je pense pas que ce soit encore une majorité. Et le système lui-même est fait de telle sorte que ces gens-là n'ont plus les moyens d'exercer leur charité, en fait. Ils sont obligés de faire un métier, ils sont obligés de faire du chiffre. Et c'est plus un sacerdoce. C'est terriblement vrai ce que tu dis. Ça, je pense que ça l'est quand ils rentrent en cours et quand ils sont internes et quand ils sont en première année de médecine, font leurs premières années en tant que médecins. Mais je pense plus que ces gens arrivent encore à exercer leur sacerdoce, à part peut-être les professions libérales, certains médecins de campagne, médecins de famille.
Mais je pense que la majorité, et encore, c'est de moins en moins vrai parce qu'ils ont une clientèle qui est tellement nombreuse de plus en plus qu'ils peuvent plus les traiter comme ils le voudraient. Ils sont obligés de les faire passer presque à la chaîne. C'est vrai dans certaines villes, dans certains villages, sans compter les kilomètres à faire. Enfin, ces gens-là, heureusement que c'est un sacerdoce pour eux parce qu'ils tiendraient pas sinon. Mais ils ont plus les moyens d'exercer leur sacerdoce tel qu'ils devraient le faire. C'est terriblement parlant, parce que ce que tu dis, en fait, c'est la situation, en fait, qui est vécue. En fait, on se retrouve dans un système qui est organisé de telle sorte, en fait, qu'il n'est incapable de donner les moyens aux gens d'exercer, en fait, leur vocation et d'être simplement humain. On est en train de robotiser, en fait, l'intégralité de ce système de service public. Et en fait, on se retrouve face à quelque chose qui est tellement écœurant et révoltant que on peut vraiment considérer les gens qui choisissent par cœur de rester dans ce système comme des héros, parce que factuellement, ils sont envers et contre tout, toujours prêts à se sacrifier, en fait, pour, finalement, les autres. Ils se sacrifient vraiment, ces gens. Oui, il y a une forme d'abnégation, oui. J'en connais quelques-uns. Ouais. Alors du coup, pour ou contre la grève? Au final, Sky, en une phrase. Moi, les deux selon le contexte, hein, véritablement. Tout va dépendre de qui et pourquoi. Et jusqu'où ça va, en fait, qui est comment dire, emmerdé par la grève, et jusqu'où ça va. Ça dépend de qui, de pourquoi et de comment, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Salvia? Alors, y a ça déjà, donc je suis assez d'accord avec ça. Moi, je dirais que oui, parce que c'est un outil puissant, quand même, mais je dirais toujours, essayer de le faire au meilleur moment et à l'intensité, on va dire, qui est la plus adaptée. Donc, c'est vraiment à juger, fonction du contexte, quoi. Ouais, alors moi je suis un peu du même avis que vous deux, mais je serais plus nuancé dans le sens où selon si je me place du côté du gréviste ou du côté de la loi, de la légitimité, qu'elle soit républicaine ou royale d'ailleurs, je suis mitigé parce que d'un côté la grève effectivement c'est une revendication, c'est voilà. Je vais partir du principe qu'elle est légitime. Le comment est très important, effectivement, mais le comment est important des deux côtés. C'est-à-dire que si je me place du côté de la loi et que ça va trop loin, c'est normal qu'elle soit réprimée, la grève. Enfin, j'ai lu des trucs cet après-midi. Il y a des grèves, les mecs étaient pas contents, ils sont allés tuer le maire. Voilà. Alors c'était en 1500 et quelques. Voilà. Du coup, il y a eu répression. Les mecs ont été pendus. Personne n'a rien gagné en fait dans l'histoire, donc je trouve ça assez nul. Après, là, on est en train d'aborder progressivement, si tu veux, une autre forme de discussion qu'on pourra avoir plus tard, mais c'est sur la notion de justice et finalement est-ce qu'on peut se rendre justice soi-même ou pas, qui détient la justice légitime. Voilà. Là, on aborde un sujet que j'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'on aborde. Hein. Ça peut être la bonne occasion d'ailleurs pour proposer à nos auditeurs pourquoi pas ce thème si ça vous intéresse. Le thème de la justice légitime, je pense que l'émission sera plus longue qu'à l'accoutumée parce qu'il y a beaucoup à dire. Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il va falloir qu'on bosse beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Eh oui, à Marseille, monsieur Boin, il n'y a rien d'aussi pénible que le travail. Je sais pas, je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire sur la justice légitime, mais déjà sur la grève légitime. Ça peut être pas mal d'avoir des appuis un peu plus... Oui, on en a quelques-uns déjà. Un peu plus structurés. Mais déjà sur la grève légitime, en fait, ça me pose pas un cas de conscience, j'irai pas jusque-là. Mais si je me place du point de vue du gréviste, j'ai presque envie de dire tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que finalement, je pense que les moyens doivent être proportionnés à la demande. Oui. C'est-à-dire que si je veux demander l'augmentation de mon panier repas, je fais grève, je vais manifester devant mon boulot avec une pancarte. Voilà. Progressivement. Si je veux par contre que mon salaire soit multiplié par 4, je pense que là, à moins de mettre un couteau sous la gorge de mon patron, j'obtiendrai jamais gain de cause. En fait, c'est-à-dire que plus la demande va être élevée, plus l'action va devoir être disproportionnée. Et je pense que c'est là qu'on peut avoir un équilibre ou trouver un point d'équilibre. C'est-à-dire que quand la menace doit être disproportionnée, c'est que la demande est trop grosse. Mais ça, c'est valable dans un État qui est sain. Ouais. C'est vrai. Tout à fait vrai.
Donc voilà mon avis. Est-ce que vous pensez que la grève a encore une place actuellement? Parce qu'on a vu que, bon, rapidement, sous l'Ancien Régime, il y a eu quelques grèves, certaines qui se sont bien finies, certaines qui se sont mal finies, des deux côtés. Il y a eu des édits royaux qui ont autorisé les grèves, il y a eu des édits royaux qui ont interdit des grèves. À la Révolution française, on a interdit les grèves, puis elles sont revenues progressivement en place avec le temps. Au XXe siècle, il y a eu pas mal de très grosses grèves qui ont remis en place des principes sociaux qui avaient disparu avec la Révolution française, ce qui finalement est pas plus mal. Mais du coup, est-ce que elle a encore un avenir dans la société républicaine qu'on connaît, ou est-ce qu'il va falloir attendre un changement de régime pour revoir les lettres de noblesse de la grève, ou est-ce qu'il y aura plus besoin de grève? C'est très utopique ce que je dis, hein, mais j'aimerais vos avis. Sky. C'est peut-être la grève qui va provoquer le changement de régime. D'accord, tu le vois comme ça, ok. Intéressant. Sky. En fait, ce qui est important, c'est réussir à préserver les privilèges qui ont été acquis durant les siècles. Le XXIe siècle, en fait, a vu si on veut, l'accomplissement de beaucoup des privilèges qu'on nous avait sucrés à l'époque de la Révolution, qui ont été sucrés du coup aux corporations de métiers. Aujourd'hui, l'objectif, en fait, ça va être de préserver ces privilèges, surtout, qui ont été récupérés. Maintenant, les grèves, si aujourd'hui elles ont le mérite d'exister, c'est principalement pour ça. La conservation, en fait, des acquis. Dans la République. Sous la royauté, je pourrais dire, d'une certaine manière, en fait, que la grève d'aujourd'hui, en fait, est la grève d'hier. C'est que les structures, en fait, qu'on a réussi à récupérer ne sont pas différentes de ce qu'il y avait sous la royauté. C'est une chose que la plupart des gens ignorent, mais sous les corporations de métiers, on avait beaucoup de choses, beaucoup des acquis sociaux d'aujourd'hui existaient déjà à l'époque, sous différentes formes, bien sûr, pas explicités, en fait, telles qu'on les a à notre époque. Mais en fait, sous la royauté, le système de grève... Il y avait beaucoup de droits coutumiers. C'est ça. Il y avait beaucoup de droits coutumiers, en fait, qui n'étaient pas justement textuellement écrits dans le droit positif. Et en fait, la grève telle qu'elle existe aujourd'hui aurait finalement la même, comment dire, la même raison d'exister que sous la royauté. C'est deux systèmes semblables. Si on veut, d'une certaine manière, on peut même dire que la grève n'a pas changé, en fait, entre l'ancien régime et aujourd'hui. Elle s'est pas adaptée à la République, si on veut. Elle a continué, en fait. Je suis pas entièrement d'accord. Moi, c'est mon point de vue. Voilà. Oui, je le conçois, mais j'apporterai une petite nuance, si tu me permets. La grève, sous l'ancien régime, ou en tout cas telle que je l'imagine dans un système qui tourne à peu près bien, je la vois plus comme des petits à-coups de réajustement, en fait. Ouais. Je la vois. Il y a eu les grosses grèves du 19e et du 20e siècle, surtout du 20e siècle, pour récupérer des acquis perdus à la Révolution française. Pour équilibrer, en fait. Mais en fait, les grèves qu'il y avait sous l'ancien régime, c'est pas des grèves nationales, hein, c'est des grèves au niveau des villes. Je crois même pas avoir vu de grève au niveau de région. Alors après, il y a les jacqueries, c'est encore autre chose. Mais les grèves telles qu'on peut en avoir des traces écrites, c'est vraiment au niveau de telle corporation dans telle ville, de telle voilà. C'est vraiment ponctuel, surtout géographiquement en fait. Et je vois ça un peu comme les mini propulseurs qu'il y a sur les fusées pour réajuster une trajectoire. C'est vraiment pas un gros truc, c'est pas un coup en avant, c'est vraiment juste un petit réajustement à droite, à gauche, pour pas perdre la direction. Ah, c'est comme ça que je me représente la grève dans un système sain. Oui. Actuellement, je dirais pas que ce soit exactement la même chose, parce qu'on est dans un système qui est pas sain. Ça, c'est un fait. mais surtout, on n'est pas dans des gros coups de réajustement, en fait, hein, pas des petits. Bah, alors, soit on peut le voir comme ça, comme des gros coups de réajustement. Moi, je le vois plus comme des rétrofusées avant le crash. Mais cette parabole finalement que tu fais est tout à fait réaliste, parce que quand tu vois la multiplication des mouvements sociaux en fait qu'on a dans notre siècle, c'est assez parlant en fait. On se retrouve vraiment dans tous les corps de profession qui sont en train de faire grève les uns derrière les autres, les uns avec les autres. Aujourd'hui, on a par exemple un exemple inédit en fait des grévistes, les juristes se sont mis en grève. Quand on y réfléchit, on est sur un truc, je crois, qui n'a jamais été vu en France, si je ne dis pas de bêtises. Quand on commence à en fait avoir les magistrats qui décident de faire grève parce qu'ils considèrent que l'État se fout de leur gueule,
quand on a la PJ qui fait grève aussi parce que ils considèrent qu'il y a des injustices qui sont en train de se faire au niveau de leur de leur profession, mais là, je crois qu'il n'y a pas un seul corps qui ne fait pas grève. Les seuls corps qui ne le font pas finalement, enfin qui ne peut pas le faire parce que de toute façon ils n'ont pas le droit de le faire, c'est l'armée. Mais en dehors de ça, tout le monde fait grève. Tout le monde. Ouais, bah après, cette multiplication des grèves, tu vois, c'est comme si on avait allumé toutes les rétrofusées en même temps. Le problème, c'est qu'on n'a plus de carburant pour les alimenter. C'est ça. En fait, c'est des systèmes d'alarme qui s'allument absolument partout pour dire on va se cracher, arrêtez la machine, stop. Ouais. Tu vois. Et quand je parle de plus de carburant dans les rétrofusées, pour continuer la métaphore, c'est-à-dire que faire grève, ça demande d'avoir du pognon parce que t'es pas payé quand tu fais grève. Ah, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et je suis désolé, mais la majorité des gens actuellement, ils roulent pas sur l'or. Alors je dis pas que tout le monde est pauvre, mais personnellement, je suis sous le seuil de pauvreté. Alors je m'en plains pas, c'est pas le problème. Mais statistiquement, je gagne pas assez pour être au-dessus. Je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là, à vivre correctement parce que parce qu'on a de l'entraide en fait, tout simplement. Mais factuellement, si on prenait juste les chiffres, on serait pas Crésus, hein, loin de là. C'est certain. Et se permettre de faire grève quand on a des niveaux de revenus faibles ou inexistants, c'est compliqué. Et c'est le nerf de la guerre, comme tu disais. Hein. C'est voilà. Du coup, on a ouvert les rétrofusées. Après, ça nous amènerait à un autre problème sociétal qui est la propriété de son métier, qui permet justement de pallier à ce genre de choses. Mais parce que finalement, on pourrait remettre en question tout le salariat à partir de là. Le salariat est un esclavage. Ouais, voilà, l'esclavage moderne. Je sens que je suis en train de dévier bon, à gauche. Rattrapez-moi les gars, rattrapez-moi, je dévie à gauche. on commence à bien dévier là. Bon, alors du coup, en fait, on a déjà répondu à la troisième question. Que devrait être la place de la grève sous la royauté? En fait, ça devrait être juste un rééquilibrage. C'est ça. Oui. C'est en fait un outil qui permet d'éviter les dérives ou de les rattraper, voilà, quand il y en a. Mais c'est quelque chose qui est en fait, un gréviste, on va l'écouter seulement si on a envie de l'écouter, si on est quelqu'un de juste, et on revient sur la justice. Et qu'est-ce que la justice? Et du coup, j'ajouterais justement que la grève prendrait une dimension tout autre en fait sous la Restauration. En fait, on aurait, si on dans une dimension beaucoup plus profonde, encadrée par le système de corporation. On aurait un impact qui serait beaucoup plus fort, qui accompagnerait déjà de base le changement de modèle économique, qui ramènerait vers les corporations, mais qui serait fusionné en fait avec elles. C'est-à-dire que la grève serait intrinsèque à l'existence même de l'économie du corporatisme. Ouais, je suis pas sûr que les corporations seraient plus puissantes que ce qu'on a comme système de syndicats actuellement. Seraient peut-être moins corrompues parce que justement plus décentralisées et plus éclatées, mais pas forcément plus puissantes. On aurait beaucoup plus de corporations qu'on a de syndicats actuellement. Ce serait beaucoup moins centralisé. Ce qui serait pas forcément une mauvaise chose. En fait, plus puissante, si, parce que dans sa capacité à pouvoir rassembler en fait les membres du même corps de métier, il y aurait beaucoup moins de dissension, si on veut, d'un corps à l'autre. C'est que, en fait, ce serait pas plus puissant en termes impérialistes, si on veut, en termes de l'impérium. Hein, ce serait plus puissant sur des domaines très ciblés. Oui, hein, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ce serait comme une forme de syndicat obligatoire finalement. Ouais. Il y aurait un peu de ça, oui. Sauf que la corporation, son travail ne se limiterait pas à un travail de syndicat. C'est ça. Oui. Il y aurait beaucoup d'autres choses que les corporations apporteraient, mais il faudra qu'on revienne dessus plus en détail une autre fois. C'est un prochain thème qu'on peut aborder sur le corporatisme, parce que c'est vrai que c'est extrêmement vaste. Oui. Cela dit, que ce soit pour le corporatisme ou pour la question sociale... Attends une petite seconde. Non, je voulais juste... tout ce que je voulais ajouter, c'est qu'en plus aujourd'hui, il faut prendre en compte le fait que les technologies ont évolué, qu'on est beaucoup plus... Comment dire les messages se propagent beaucoup plus rapidement et on est beaucoup plus... j'aime pas ce mot, mais connecté. Finalement, je pense que les corporations d'aujourd'hui, elles seraient... si on devait en créer de nouvelles, elles arriveraient beaucoup plus à se coordonner entre elles, même si elles sont très éclatées,
même si elles sont décentralisées. Et je pense que le système de corporation aussi, comme vous l'avez décrit juste avant, quelque part, c'est peut-être même une meilleure représentation des travailleurs, puisqu'elles seraient vraiment au plus près de leurs besoins, en fait, au plus près des besoins de chaque corps de métier, tout simplement. Voyons, on aurait la qualité à la place de la quantité, c'est pas forcément un mal. C'était le but initial du système de l'époque. Cela dit, pour revenir voilà, sur la question sociale et des corporations, si jamais vous avez le temps, allez faire un tour sur la chaîne de Sacre TV, ils ont quelques vidéos qui parlent du sujet qui sont très intéressantes. Et si jamais vous avez vraiment beaucoup de temps, vous pouvez lire le livre des métiers d'Étienne Boileau, qui date du XIIIe siècle, et qui parle du système corporatiste. Il y a à peu près un peu plus de 500 pages. Et qui est également très intéressant. Alors, voilà. Écrit en vieux français. Bon courage. Alors, il n'existe pas des traductions en français moderne ? Oui, si, je rigole. En vrai, il existe des traductions, il n'y a pas de problème. Ne décourage donc pas les gens comme ça dans leur élan, voyons. Non, saboteur, pharisien. Je dis ça parce que moi, quand j'ai regardé le premier bouquin que j'ai eu, je me suis dit, wow. Ah, j'en ai eu pour un petit moment. T'as mis la marche haute. Ah bah, je l'ai pas fini, hein. Faut être honnête. Ouais, messieurs, messieurs, dames, pardon. J'ai oublié Salvia, excuse-moi. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a fait le tour de la question. Vous avez quelque chose à rajouter Pour conclure, déjà merci à tous ceux qui nous suivent, nos auditeurs. C'est grâce à vous qu'on peut toujours financer nos vidéos. Merci pour vos donations. Et puis, donc, abonnez-vous. Merci de partager nos vidéos. Merci à tous. Devenez royalistes. Soutenez l'info catholique. Voilà, sur ces bonnes paroles, Sky, Salvia, je vous remercie d'avoir été là. Surtout Salvia, c'est la première fois que tu viens. C'était chouette. Je vous remercie aussi. C'était agréable. Ça fut un bon moment. Ben bien, tant mieux. Si tu dois revenir au Café Richelieu, tu es la bienvenue. Il n'y aura aucun problème. Sky, ce fut encore une fois un plaisir. Merci à toi, merci à Salvia d'être venu. Merci à tous de nous écouter, de toujours être avec nous, de continuer à financer le Café Richelieu. Et puis, vive le roi. Salvia, un petit mot de la fin? Oh je vais dire bonjour à Saint-Denis ou vive le roi, comme vous voulez. C'est très bien, les deux passent très très bien. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Café Richelieu. Soutenez la foi catholique et vive le roi. Ouais, c'est là que ça a bugué. Ouais, ça merde. Je pense que je vais recommencer depuis le début, en fait. Ok, quand tu veux. Bon, vas-y, alors du coup, Morker, tu me donnes le top, s'il te plaît. Bah, top. Alors, top, c'est-à-dire que tu répètes ta phrase. Bah ouais, j'avais pas compris ça, moi. Pardon. Oui, 3, 2, 1, partez. Bon mais courage, partez pas trop loin. Revenez. Je ne sais plus quelle était ma phrase. Ah bah c'est... Alors ça, tu me le mets pour le bêtisier. Mais non, je sais plus quelle était ta phrase. Tu nous as crôné à la moitié du tunnel sous le Mont Blanc, et puis derrière, faut que je me rappelle de la question. Quoi. Bon bref, du coup vas-y, on va laisser un blanc. Ah bah bon courage, et je vais enchaîner. On se retrouve toujours dans cet état où oh putain merde, c'est plus ce que j'étais en train de dire juste après. C'est dommage, c'était vraiment bien parti. Ah ouais, tu couperas à ce moment-là. Oui. Faut que je trouve... Putain, je sais plus ce que je disais après, merde. Oh là là. Oh le trou. Non mais sinon t'arrêtes là, c'était déjà pas mal. Hein. Tu conclus là-dessus, c'était bien. Ouais, mais ça fait un peu beau. Est-ce que tu veux te réécouter? Ouais, vas-y. On est arrivé au XXIe siècle où redistorsion. Quasiment tous étaient redistorsion. C'est dommage, hein. Chaque fois que tu sais quoi dire, il y a une distorsion. C'est con quand même. Hein. Putain, c'est terrible. C'est terrible. On dirait que tu le fais exprès, Sky. Ah la peste. Ça veut te dire qu'il faut que tu te taises. Ah, vas-y, reprends. C'est un coup du Mossad. Ah putain, ouais. Aussi, on peut le voir comme ça, ouais. si, voilà, je suis vraiment dans la métaphore ce soir, c'est assez terrible. Je vous pardonne pour ceux qui aiment pas ça. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour ceux qui aiment pas ça. Je vous pardonne pas du tout. Je vous pardonne de ne pas aimer ça. Ouais, en fait, je crois que c'est ce que je voulais dire à la base. Je vous pardonne de ne pas aimer mes métaphores. En ton fort intérieur. Allez en paix, mes enfants. Je crois que je vais aller rigoler un coup et me mute.
Bon, après vous avoir pardonné de ne pas apprécier mes métaphores. J'y arriverai pas. C'est terrible. Mais si. Bon, moi du coup, je m'excuse auprès de ceux qui n'aiment pas les métaphores. J'en fais beaucoup ce soir. Ça dit, moi j'aime bien, et puis je trouve que ça explicite certains propos. Ça permet de. J'ai écouté en fait. Bah ouais. Pardon. Ah, je fais un mea culpa, puis on me coupe, quoi. C'est terrible. Le bêtisier bon, est fini, hein, c'est bon. Ouais, je pense que là, on a fait le tour. Ah, comme ça, tout le monde prend. La dernière fois, c'était Sky. Cette fois, je sens que ça va être moi. Hein. Il y a des chances, oui. Je te l'ai dit, chacun son tour. Putain, on s'en est arrêté où? J'étais en train de dire que je faisais beaucoup de métaphores et que je m'excusais et que non, je mais dans le pardonnais sujet, aux gens qui n'aiment pas ça. Pas dans le bêtisier. Mais non, mais c'était vraiment, c'était vraiment pas un bêtisier pour le coup. Je m'excusais vraiment de faire beaucoup de métaphores et là c'est parti en que tu le bêtisier. veuilles ou non, ça finira en bêtisier. Oui, ah bah ça j'avais compris, merci. Tout simplement en fait. J'ajouterais même en fait que la grève sous l'ancien, enfin si on l'ancien régime, sous la restauration. Qui c'est qui fait la vaisselle serait, derrière C'est forcément Salvia. Ça peut pas venir de nous. Et là, il se prend un gros coup de cuillère sur la tronche. Alors, je vais reprendre. C'est grâce à vous en fait qu'on continue à faire nos vidéos, donc sans vous on serait pas là. Donc merci. Et non, il faut que tu la refasses, Sky. Défendez la foi catholique. Non, refais-la. J'entends de la vaisselle encore derrière. Pas vrai. Mais c'est pas moi, c'est Salvia. Oui, mais c'est Salvia, c'est à la cuisine. Robin, je vais pas lui reprocher d'être à la cuisine. La vaisselle est faite depuis longtemps alors. Mais en plus la vaisselle est faite. J'ai rien à dire. Quelle mauvaise langue je suis. Dis tout de suite que je suis une mauvaise femme. Oh non. J'ai déjà vu des faux. C'est pas vrai, la preuve, tu fais la vaisselle. Mais vous êtes une synthèse. Bon, du coup, je disais... Chers auditeurs, à vous les studios, Cognac G. Et Salvia, elle dit rien, elle dit pas au revoir aux gens. Non, Salvia, elle a... C'est bon, elle était à la cuisine, elle dit plus rien. Mais je peux juste te dire... Non, Salvia a dû nous quitter plus tôt pour finir de faire la vaisselle. Eh bien, bonsoir à tous, ou bonne journée, et à bientôt. C'est tout? Bah, as-tu juste quoi d'autre? J'ai rien à dire, moi. Attends, voilà, Sky, tu vois, Sky, ça c'est bien. Faut que tu prennes exemple sur Salvia. C'était court et concis, c'était parfait. Refaire et puis la remercier tout simplement d'avoir été avec nous ce soir. En fait, c'est ce que je voulais faire, mais là, je voulais pas que Sky conclue, je voulais juste qu'il conclue la discussion, pas le au revoir. Et du coup, il a été beaucoup trop long et trop rapide, comme d'habitude. Et voilà. Je vous emmerde, bande de pegno. Quand même vachement bon au présentateur, hein, faut le dire. T'as vraiment la voix pour. Ouais, non, il va bien. Ouais. Vous avez de la chance que j'ai enlevé mes chaussures pour les mettre sur une bouillotte parce que j'aurais mal aux chevilles sinon. En tout cas, c'était un plaisir d'enregistrer avec vous. Non, c'était cool. Et puis Sky, j'ai été heureusement surpris aussi. T'as fait moins de tunnels que d'hab. Oui. Alors. Oh, te vexe pas. Oh. Pour une fois que je te fais des compliments. C'est parce que on t'entend plus. Ce que tu as dit devait être super important parce que t'as eu plein de Larsen, enfin plein de distorsions.